Bienvenue à tous sur Ergo Lego. Ça y est, les fêtes de fin d'année sont passées et nous nous retrouvons, comme à chaque fois, dans l'obligation malgré nous de nous engager dans l'année 2025 avec de nouvelles résolutions plus ou moins bonnes, dans le but de ne pas nous laisser happer par la mélancolie de l'après-fête qui s'étale généralement sur un ciel grisâtre et des frimas humides qui donnent envie de rester bien au chaud sous sa couette avec un bon bouquin ou devant son PC à jouer à World of Warcraft. Chausser ses bottes, enfiler sa doudoune pour se diriger vers sa ligne de transport en commun préférée, ou pour ouvrir la porte de sa maison et dégivrer la voiture, et enfin arriver en classe où on retrouve ses camarades, ou au travail pour retrouver ses collègues à la machine à café en se souhaitant la gorge serrée « Bonne année 2025 ». Dans cette période de morne lassitude qui s'annonce, j'ai pensé à vous. Ou plutôt à nous. Puisque nous ne pouvons pas rester devant la télé sous un plaid, en laissant allumer les guirlandes du sapin de Noël décrépissant dans un coin du salon, et qu'enfin nous devons nous lancer, petits et grands, dans une nouvelle année, je vous propose de penser à la prochaine étape. Les vacances de février, des vacances anticipées, la Saint-Valentin, ou peut-être votre anniversaire. Ces échéances plus ou moins proches et annonciatrices de ripailles pourront certainement rendre cette période d'après-fête de fin d'année plus douce, au moment où vous vous dites peut-être que promis, l'année prochaine, vous ne mangerez pas autant parce que se resservir 5 fois de la bûche de Noël, même si c'était une bûche glacée, c'était bon mais un peu lourd. Mais que faire alors pour préparer ces futures ripailles alors même qu'on a l'estomac encore endolori à cause de nos repas de fête? Faire un petit jogging tous les jours et des étirements tous les 3 jours? Non. Moi, je comptais vous proposer une autre méthode. Je comptais aujourd'hui faire une petite incursion culinaire calme et poétique du côté de Rabelais. Je vous propose donc aujourd'hui un extrait de La vie très horrifique du grand Gargantua, roman dont l'édition définitive a paru en 1545 et a été écrit par François Rabelais. Après les excès des fêtes, je vous propose d'écouter l'histoire de la naissance de Gargantua et de laisser sa mère, Gargamelle, manger à votre place pour vous préparer mentalement et physiquement au prochain repas qui se profile. À table et bonne écoute. Chapitre 4. Comment Gargamelle étant grosse de Gargantua mangea profusion de tripes. Voici en quelle occasion et de quelle manière Gargamelle accoucha, et, si vous ne le croyez pas, que le fondement vous échappe. Le fondement lui échappait, par un après-dîner, le 3e jour de février, pour avoir mangé trop de godbillots. Les godbillots sont de grasses tripes de coireaux. Les coireaux sont des bœufs engraissés à la crèche et dans les prés guimauds. Les prés guimauds sont ceux qui donnent de l'herbe 2 fois par an. Ces bœufs gras, ils en avaient fait tuer 367 014 pour qu'on les sale à Mardi Gras, afin d'avoir en début de printemps du bœuf de saison en abondance, de façon à pouvoir faire au début des repas un bénédicité de salaison et mieux se mettre au vin. Les tripes furent copieuses, comme vous vous en doutez, et si savoureuses que chacun s'en léchait les doigts. Mais là où il y eut bien une diablerie à grand spectacle, c'est qu'il n'était pas possible de les mettre longtemps de côté car elles se seraient avariées, ce qui paraissait inadmissible. Il fut donc décidé qu'on les baffrerait sans rien en perdre. À cette fin, ils convièrent tous les villageois de Ciney, de Seuilly, de La Roche-Clermault, de Vaugaudry, sans oublier ceux de Coudray-Montpensier, du Guet-de-Vède et les autres, tous bons buveurs, bons compagnons et fameux joueurs de quilles. Le bonhomme Grand-Gousier y prenait grand plaisir et commandait qu'on y aille à pleines écuelles. Il disait toutefois à sa femme d'en manger le moins possible,
vu qu'elle approchait de son terme, et que cette tripaille n'était pas une nourriture très recommandable. On a, disait-il, grande envie de mâcher de la merde si on mange ce qui l'enveloppe. En dépit de ses remontrances, elle en mangea 16 muids, 2 baquets et 6 pots. Oh, la belle matière fécale qui devait boursoufler en elle. Après dîner, tous allèrent pêle-mêle à la Saussaye, et là, sur l'herbe de rue, ils dansèrent au son des joyeux flageolets et des douces cornemuses, de si bon cœur que c'était un passe-temps céleste que de les voir ainsi se rigoler. Et tandis que les convives se goinfrent et se mettent un sacré coup dans le nez, Gargamel va donner naissance à Gargantua, qui sortira par son oreille gauche en criant « À boire, à boire !» Du vin, bien sûr, et non pas de l'eau ou du lait. Il va naître non pas par son fondement qui lui échappe, mais par son oreille gauche. Pourquoi ? Parce que justement, elle a mangé trop de tripes, et donc ses intestins pèsent sur son utérus, et donc son enfant n'arrive pas à sortir par voie basse. Né d'une maman à l'appétit insatiable, Gargantua gardera toute sa vie un appétit similaire. L'appétit vient en mangeant, la soif part en buvant. C'est Rabelais qui disait ça, et qui écrit ce roman alors qu'il exerce la profession de médecin à Lyon depuis 15 ans, lorsqu'il écrit donc Gargantua. Vous avez entendu plusieurs noms de lieux dans l'extrait que je viens de vous lire. La Roche-Clermault, Seuilly, Vaugaudry, etc. Eh bien, ce sont des lieux qui existent encore aujourd'hui et qui se trouvent en Touraine, région de la ville de Tours, et dont Rabelais était originaire. Est-ce à dire qu'en cette région-là, on mange bien ? Oui, notamment, c'est une région riche en vin. Vous avez peut-être été dégoûté, vous avez peut-être ri en écoutant ce texte. Peu importe, ce livre vous a certainement tapé dans l'oreille. Gargantua n'a pas été inventé par l'auteur, qui s'inspire d'une œuvre anonyme parue en 1532 et qui fait partie de la culture populaire à l'époque de Rabelais. Il s'agit des grandes et inestimables chroniques du grand et énorme géant Gargantua. Et Rabelais lui emprunte d'ailleurs plusieurs épisodes, dont celui du premier exploit de Gargantua, qui vole les cloches de la cathédrale Notre-Dame. On pourrait reprocher à Rabelais d'avoir plagié cette œuvre, mais l'idée même de plagiat n'existe pas au XVIe siècle et on s'inspire librement d'œuvres antérieures pour créer les siennes. Rabelais d'ailleurs, quand il écrit ce roman, surfe sur son premier succès d'imprimerie, Pantagruel, qui est le fils de Gargantua. La vie horrifique du grand Gargantua est donc le prequel de Pantagruel. Il raconte la vie de Gargantua, qui est voué à succéder à son père sur le trône de son royaume. Il reçoit donc l'éducation digne d'un prince, et pour ce faire, il aura d'abord un précepteur qui utilisera des méthodes anciennes et qui empêcheront Gargantua de se sociabiliser correctement, de comprendre ce qu'est la discipline. On dit même qu'il passe ses journées, je cite, à fianter, pisser, rendre sa gorge, c'est-à-dire vomir, rôter, péter, cracher et tousser. Dans un autre chapitre, on entend même le petit Gargantua, je cite, barytonner du cul, c'est-à-dire péter grassement. Gargantua aura, fort heureusement, un deuxième précepteur qui, lui, saura éveiller par des méthodes nouvelles sa curiosité et son intellect. Ainsi, Gargantua devient, à la fin du roman, un monarque digne de ce nom. Rabelais ici envoie littéralement des scuds aux enseignants de la Sorbonne, cette célèbre université fondée au XIIIe siècle et dans laquelle vous pouvez toujours aller étudier. Rabelais critique ces enseignants, ces sorbonnards, qui fondent leur enseignement sur l'étude de la Bible et les œuvres d'un philosophe grec, Aristote. Tout comme Michel de Montaigne, Rabelais se définit comme, beaucoup d'autres personnes de son temps, comme un humaniste, c'est-à-dire quelqu'un qui, à la différence des sorbonnards, apprend les langues, les littératures et les cultures latines et grecques, censé mener l'être humain à l'épanouissement intellectuel le plus total. Soit dit en passant, c'est exactement ce que défend l'éducation nationale aujourd'hui pour favoriser l'enseignement du latin et du grec. Comme quoi, les débats sur l'enseignement, ça ne date pas d'hier.
Notamment, Gargantua, le livre, est truffé de références à la littérature latine et grecque. C'est donc un roman savant. Les personnages de ce texte aiment à faire la fête. Gargamel, dont le prénom fait penser au mot gamelle, c'est-à-dire assiette, et Grand Gousier, littéralement celui qui a un grand gosier, et donc qui peut manger et parler beaucoup, ce sont deux ogres, dont les actes placent le texte sous le signe de la démesure la plus totale. Gargantua sera à l'image de ses parents, mais deviendra un prince et un roi humaniste, contrairement à ce qu'auraient pu laisser penser toutes les références au sexe et aux déjections humaines, c'est-à-dire toutes les références grivoises et scatologiques qui parcourent ce livre. Et justement, si Rabelais a mis toutes ces références-là, c'est pour notre plus grand plaisir et pour rendre ce texte récréatif et joyeux. Gargantua, cette œuvre, c'est un texte savant qui met en scène des façons de vivre peu raffinées et qui rappelle aussi des aspects de la culture et des traditions populaires. Et c'est ça qui rend ce livre complètement dingue. Cette alliance du savant et du populaire dans un roman, c'est exactement ce que l'essayiste québécois André Bello a appelé la carnavalisation. Autrement dit, c'est l'insertion dans la littérature cultivée de la culture populaire, et c'est ça qui rend ce roman très riche. Durant cette lecture, vous avez peut-être pensé au mot gargantuesque, synonyme de gigantesque, soit en bon vieux latin, digne d'un géant. Ce mot est un néologisme qui a été créé a posteriori, c'est-à-dire après la publication de Gargantua, c'est-à-dire que c'est un nouveau mot, mais je n'ai pas encore réussi à trouver si c'était Rabelais qui l'a créé après cette publication ou si c'est une création des siècles suivants. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous cet épisode. Il faut savoir que le XVIe siècle, c'est le moment où les auteurs humanistes prennent de nombreuses libertés avec la langue française. Pierre de Ronsard, poète de la Pléiade, dit d'ailleurs « Plus nous aurons de mots dans notre langue, plus elle sera parfaite ». Voilà de quoi négocier face à quelqu'un qui, par symétrie avec les Sorbonnards, serait fâché que vous utilisiez des anglicismes lorsqu'il n'y a pas de mots en français pour exprimer ou décrire quelque chose. Vous vous placerez à votre balcon et recevrez des acclamations de la foule qui feraient un véritable concert en cadence. Symétrie, acclamation, balcon, cadence, concert, négociant, voilà des mots créés au XVIe siècle par ces auteurs, mots empruntés pour la plupart à l'italien. De nombreux autres mots, créés à cette époque aussi, n'ont pas survécu aux siècles qui se sont écoulés. Aigrissant, énigmatisé, flahiolé ou encore homme-laid. Sur ces mots, je vous laisse aller chercher du côté de Gargantua et de Pantagruel des épisodes rocambolesques et farfelus qui vous arracheront, j'en suis sûre, quelques fous rires. Le texte est en version adaptée en description où vous trouverez aussi une aide vocabulaire comme d'habitude. Allez, courage pour ce mois de janvier et à la prochaine sur Ergo Lego.